qui la faute? Le visage de la super solution. La zone dans laquelle va se déployer la fameuse super solution, effrontément appelée SS, est donc la forêt de Sénart, située à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. Souvenez-vous, notre parcours entre l'énigme B et l'énigme 520 se terminait par le survol au ralenti de ces 8000 hectares boisés, dont la silhouette évoquant celle de l'oiseau de la couverture du livre originel autorisait tous les espoirs. Eh bien, nous y sommes, face à la SS, face au mystère final de ce jeu devenu mythique. Je ne vais pas rappeler ici les dizaines d'étapes qui m'ont mené jusqu'en forêt de Sénart, mais je vous conseille vraiment de revoir les 14 vidéos de la playlist Une seule vérité, car vous allez rapidement réaliser que la SS est véritablement chevillée à ce qui précède, tout comme les différentes énigmes l'étaient entre elles. Cette intime cohérence va achever de me convaincre du bien fondé de mes déductions. Cette super solution, en tout cas ce que j'en ai compris, est redoutable. Tout le génie que Max Valentin a mis en œuvre jusqu'ici se retrouve dans cette joute ultime, véritable feu d'artifice mental qui dépasse, selon moi, les solutions précédentes. Ce qui n'est pas peu dire. Mais trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet, le saint des saints du jeu de sagacité, sur la trace de la chouette d'or. Max Valentin a été très clair. Lorsque nous identifions la zone, il est alors temps de nous mettre en chasse des reliquats. Ces éléments extrêmement mystérieux constituent le matériau brut de la dernière énigme. Il faut les collecter, puis les assembler, puis les décrypter, pour enfin pouvoir appliquer le résultat du décryptage sur le terrain. Tout un programme. Nous n'en sommes malheureusement pas encore là. Pour l'heure, il s'agit de tenter d'identifier les reliquats. Mais que savons-nous au juste de ces briques élémentaires planquées dans certaines énigmes ? Voici en substance ce que l'auteur a bien voulu lâcher à propos des reliquats. Ce sont des éléments dont la nature n'est pas précisée et peut-être pas unique. Ils sont issus de nos propres décryptages et ne figurent donc pas tels quels dans le livre. Il faut les collecter dans l'ordre des énigmes, y compris à l'intérieur d'une même énigme, le cas échéant. Ils furent tour à tour décrits par Max comme les épluchures ou l'épluche-patate des solutions d'énigmes. Des sortes d'étapes de résolution qui ne sont pas les solutions en elles-mêmes, ou encore les planches d'un coffrage indispensable à une construction le temps que le béton sèche. Rien que ça. Ils subsistent d'une certaine manière à nos décryptages. En termes de quantité, nous savons qu'au moins 2 énigmes n'en possèdent pas. Au moins 2 énigmes en possèdent 1, au moins 2 énigmes en possèdent au moins 2. Ils sont donc au minimum 6. 1 plus 1 plus 2 plus 2. Leur assemblage se fait naturellement dans l'ordre de collecte des énigmes. Enfin, il semble que quelque chose doit nous aider à mettre le doigt dessus. Ces indications sont à la fois précieuses et très laconiques. On sent bien que Max veut protéger coûte que coûte le secret de la fin de sa chasse, ce qui peut se comprendre. Armé de ces maigres indices, je reprends courageusement le fil des énigmes dans l'ordre et passe au tamis de mon attention les déductions effectuées pour essayer de débusquer ces fameuses briques pour le moins réfractaires. Allons-y. 1. En B, je sais qu'aucun reliquat ne se cache. Max Valentin a été parfaitement clair. Pour une fois, ajouteront les esprits chagrins. 2. En 530, un élément attire mon attention. Je l'avais d'ailleurs déjà pointé dans la vidéo correspondante. En effet, dans la phrase « Mon 6e aux limites de l'éternité se cache », qui fournit la lettre E, Max emploie le pluriel pour la locution « aux limites », alors qu'un singulier aurait pu suffire. En outre, le mot « éternité » est écrit en lettres capitales, peut-être pour éviter la présence gênante des accents aigus, dans une phrase dont la fin constitue une entorse aux rimes employées dans le reste de la charade. H au lieu de âge. Ces différents éléments attirent forcément l'attention. Hypothèse dès lors. Et si le second E du mot éternité n'était autre que le premier reliquat de la liste ? Un élément qui subsisterait puisque nous nous servons d'un seul E pour composer le mot Bourges, alors que nous avons collecté les E aux limites du mot éternité. Je collecte en tout cas cette lettre E. Nous verrons bien où cela nous mène. Pour le reste, dans cette 530, je ne vois pas quel autre élément pourrait prétendre au rang de reliquat tel que décrit par l'auteur. 3.
En 780, je ne relève a priori aucun élément. Rien ne me semble rester en suspens après résolution. 4. En 470, je l'avais également mentionné, le décryptage A Roncevaux me paraît parfaitement cohérent à un détail près. Je ne comprends pas la présence de la lettre A. Lors de la première charade, en 530, le mot Bourges a bien suffi à pointer un lieu pertinent. En 500, le code Morse nous a permis de décoder la ville Carignan. Une fois de plus, aucune présence d'une préposition. Je décide donc à ce stade de noter la lettre A à droite de la lettre E collectée en 530. Elle me semble inutile et correspond selon moi à la notion d'épluchure figurée par Max. Ce A subsiste en plus de la solution nécessaire Roncevaux. En plus, et ce n'est pas pour me déplaire, sachant que je vais devoir appliquer un décryptage à ces reliquats, je note avec intérêt que j'ai déjà croisé ces deux lettres E et A dans l'énigme 580. Alors considérées comme notes de musique anglo-saxonne, je les avais décryptées pour les convertir respectivement en Mi et La, leur pendant latin. Vous vous souvenez? Guido d'Arezzo, tout ça? J'essaye, en vain, je vous le dis tout de suite, de ne pas pousser plus loin mes déductions et continue de retraverser les énigmes, intrigué par mes deux trouvailles. 5. En 580, la suivante, un élément me saute directement aux yeux. Le G, dessiné par les 10 villes sur la partie nord de la carte de France, reste parfaitement inutile en 580. Il subsiste sans que je sache quoi en faire. Reliquat? J'émets en tout cas l'hypothèse, d'autant que ce G fait lui aussi partie de la bande des 7 lettres anglo-saxonnes présentes en 580. Ces 3 premiers reliquats ne sont peut-être pas corrects, mais ils sont en tout cas diablement cohérents. Je poursuis. Je note en outre une particularité que j'ai mis du temps à percevoir. Que ce soit en 530, 470 ou 580, soit les 3 énigmes dans lesquelles je collecte pour l'instant un reliquat, l'ouverture Bourges est à chaque fois présente. En 530, c'est tout bonnement la solution de l'énigme. En 470, elle permet de voir la lumière de l'aube au départ de Roncevaux. En 580, elle est l'une des 10 villes exhumées par le décryptage. Or, en 780, seule énigme qui ne me semble pas recélée de reliquats, Bourges ne montre pas le bout de son nez. Une hypothèse très séduisante se fait dès lors jour dans mon esprit. L'ouverture nous guiderait-elle, une fois de plus, cette fois vers les reliquats? Dois-je considérer que un ou des reliquats se cachent uniquement dans les énigmes qui comprennent Bourges d'une façon ou d'une autre? L'idée est très jolie. Je la garde en tête, mais je me force à éviter le piège du biais cognitif. Je chercherai d'abord les reliquats, puis vérifierai, par curiosité et seulement a posteriori, si l'hypothèse liée à l'ouverture se confirme. Mais intuitivement, je dois avouer que cette idée me plaît beaucoup et me rappelle cette manière maxienne qui m'a époustouflé à plusieurs reprises au cours du jeu. 6. En 600, j'ai beau scruter les différentes étapes de résolution, je ne détecte rien de spécial. 7. En 500, rebelote. Rien ne subsiste, pas d'épluchure issue de mes décryptages, rien qui me semble rester en sus. La partie reptilienne de mon cortex frétille à l'idée que l'ouverture n'apparaît ni en 600 ni en 500. 8. En 420, rien à faire, je ne vois rien traîner dans la chambre de mes étapes de résolution. Les énigmes défilent et je possède en tout et pour tout 3 pauvres reliquats qui me paraissent a priori peu porteurs de sens. Et selon l'équation maxienne, il m'en faudra au moins 6, dont au moins 2 dans 2 énigmes différentes. Misère, rampant, nauséabond, le doute, ce doute cruel au goût que je connais bien, s'installe lentement. Mais, tel un Trump à son bureau ovale, je m'accroche. Il reste en tout et pour tout 3 énigmes. 9. En 560, par contre, quelque chose d'extrêmement important se produit. Je réécoute le récit de l'énigme. Je m'aperçois directement qu'un élément résolutif possède toutes les caractéristiques du reliquat. 18,3. En 560, rappelez-vous, je débarrasse ce nombre de sa décimale pour tracer une droite de 18 cm. 18,3 est donc un élément qui mène vers une déduction valable, mais n'en fait pas stricto sensu partie. Dans ma collecte, ce nombre est une petite révolution. Pour la première fois, il ne s'agit pas d'une lettre.
La nature des reliquats ne serait donc pas unique ? Autre question, et non des moindres, à quoi peut bien servir ce nombre ? À une distance à prendre en compte ? Un multiplicateur ? Un angle ? La prochaine déduction va définitivement faire basculer à la fois ma perception de cette supersolution et ma certitude du fait que je suis dans le vrai. Car subitement, je repense au fait que la forêt de Sénart fut jadis scindée en parcelles pour faciliter les chasses à courre du roi de France. Et ces parcelles sont numérotées. Je bondis sur mon ordinateur et charge l'image de la carte de la forêt de Sénart. Il me faut un peu de temps pour trouver une carte numérisée qui comprend les numéros de parcelles, mais je finis par en trouver une. Mais quel numéro de parcelle dois-je rechercher, au fait ? Je réfléchis. 0,3 ? Soit le reste décimal que j'ai naguère retiré au nombre considéré, ne peut décemment pas être un numéro de parcelle. Parcelle numéro 3, cela me semble bancal, mais je vérifie quand même sur la carte. Sa forme très pointue et découpée en 2 zones non contiguës en fait un espace particulier, d'une forme peu équilibrée. La partie la plus petite et la plus au nord est partiellement urbanisée, fait symboliser par les 2 rectangles foncés. La partie sud, la plus grande, ne semble offrir aucun repère exploitable. Une vue aérienne montre une étendue uniforme d'arbres serrés, en tout cas en 2021, année de la prise de vue. À ce stade, cette parcelle me paraît peu propice à un enfouissement codé. Parcelle numéro 18, cela me paraît également peu convaincant, car 18 est la déduction valable dans l'énigme 560 et non pas l'élément qui m'y amène. Mais je vérifie évidemment. Sa partie nord longe la nationale 6. 2 chemins forestiers, dont une piste cavalière en pointillé orange, la traverse. Au sud-est, l'arc de cercle représente le carrefour de Montgeron, qui abrite la maison forestière du même nom. Comme pour la parcelle numéro 3, on distingue les petites surfaces de couleur bleu clair, pour autant de mares. 3 référencées pour la parcelle 3, une seule pour la 18. Cette parcelle n'attire pas particulièrement mon attention, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. Parcelle 183, c'est le véritable premier choc de cette super solution. Préparez-vous, il vous reste une trentaine de secondes avant une brusque accélération cardiaque. À l'est, le carrefour de Sainte-Geneviève délimite la parcelle. On distingue une mare répertoriée au centre-ouest, sous la lettre A. Au sud, elle est bordée par la route forestière d'Antin, qui la sépare de la parcelle 184. Trouvant cette 3e hypothèse a priori un peu plus intéressante que les 2 précédentes, je zoome sur la parcelle grâce au site de l'IGN. Je regarde la route de Quincy sous Sénart, au nord-est, qui délimite la parcelle à hauteur d'Épinay sous Sénart. Puis je porte mon regard sur le chemin venant du centre de la forêt à l'ouest, qui porte le nom de route forestière d'Antin. Quelque chose bouge confusément au fond de mon esprit, mais c'est encore flou. Peu avant d'atteindre la grande route, ce chemin, longeant la parcelle 183 sur toute sa partie sud, bifurque subitement vers le nord-est. Je zoome encore. Je vois alors 3 fils électriques survoler la parcelle sur un axe nord-ouest-sud-est. 3 pylônes sont plantés dans la parcelle 184. Et une série de 3 groupes de câbles à haute tension filent vers le nord-est en survolant la parcelle pour rejoindre la centrale électrique située à quelques centaines de mètres de là. Route, chemin, fil composent des formes géométriques qui m'évoquent quelque chose. Puis le tilt se produit. Je me connecte fiévreusement au site cadastral mis à disposition des usagers par le gouvernement français. Je trouve la parcelle cadastrale qui comprend la parcelle 183 de la forêt de Sénart. Je reprends le livre des énigmes, vite, je tourne les pages jusqu'à tomber sur ce que je cherche, le visuel de l'énigme 500. Je dispose côte à côte l'image cadastrale de la 183 et le visuel 500. Bon Dieu, c'est théoriquement impossible si j'en crois le cahier des charges qui a été publié, mais c'est pourtant là, devant mes yeux incrédules. Les lignes géométriques de la parcelle sont très fidèlement représentées dans le visuel 500 par le truchement des différents éléments peints, portée, règle, équerre, compas. C'est incroyable. Un élément important doit ici être rapporté. En 2011, la numérotation des parcelles de la forêt a été modifiée, de telle sorte que la parcelle 183 est devenue aujourd'hui la parcelle 187.
Voici donc un scoop d'une importance vitale pour le jeu, un repère à changer, et nous n'en avons pas été informés. Il me faut quelques très très longues minutes pour mettre la main sur le rapporteur d'un de mes enfants. Bon Dieu, mais rangez vos affaires. J'imprime les données cadastrales et le visuel 500. Je compare évidemment les angles entre eux, même si c'est évident à l'œil nu. Je dois bientôt me rendre à l'évidence, groggy. L'inclinaison de la ligne de mi de la portée en 500 est identique au degré près avec celle de la route forestière d'Antin. L'inclinaison du bord intérieur haut de l'équerre en 500 est identique au degré près à celle de la route de Quincy sous Sénart. L'inclinaison du bord intérieur bas de l'équerre en 500 est identique au degré près à celle du chemin quand il bifurque pour rejoindre la route de Quincy sous Sénart. Si on trace une droite qui passe par le bas de la règle à 0 mm, de l'équerre et du compas, son inclinaison est identique au degré près, une fois de plus, à la droite qui relie les points représentant les pylônes sur le plan cadastral. Et enfin, l'inclinaison de la règle, de l'équerre et du compas, qui sont évidemment parallèles entre eux en 500, convergent sans être totalement identiques avec les lignes représentant les fils électriques sur le plan cadastral. On comprend aisément pourquoi elles ne sont pas parfaitement identiques, sachant que la première fois où l'on rencontre l'énigme 500, le bord de la règle symbolise la droite Lille, Épernay, Golfe-Juan. Je suis une fois de plus bouche bée. Ces rapports géométriques entre eux ne peuvent mentir. Jusqu'ici, je pouvais encore admettre qu'on mette en doute les résolutions que j'expose jusqu'à la zone. C'était pour moi une certitude, mais je concevais qu'on y voit malgré tout une simple conviction forte, des solutions trop complexes, trop alambiquées pour être vraies. Mais ici, la géométrie et le monde merveilleux des statistiques m'ôtent les derniers doutes, car il est statistiquement totalement improbable que je tombe par hasard, au bout de dizaines de déductions enchaînées comme des perles, sur une parcelle de forêt fournie en amont par un reliquat et qui montre pas moins de 7 droites imbriquées entre elles de façon identique, soit au degré près, soit à 10 degrés près pour les fils électriques, aux droites d'un visuel de la chasse. C'est rigoureusement impossible. Cette découverte époustouflante achève de me convaincre de ce que je considérais déjà comme acquis. La forêt de Sénart est bel et bien la zone du jeu. La parcelle 183, probable spot final, est représentée par un des visuels du jeu. La conséquence, aussi embarrassante soit-elle, est évidemment que le cahier des charges qui nous a été présenté n'est pas le bon, puisqu'il est évident que le visuel 500 a été peint sur base d'indications extrêmement précises. Et pour celles et ceux qui douteraient encore, je vous livre cette petite coquetterie d'auteur. Regardez où se trouve la parcelle 183 dans la forêt de Sénart. Vous la voyez ? Maintenant, regardez où se trouve le brillant sur le masque de la chouette représenté sur la couverture du livre. Max Valentin n'a pas seulement représenté la forêt de Sénart à travers cette photo de la chouette d'or prenant son envol, il a également pointé la parcelle dans laquelle il l'a enfouie. Je reprends mes esprits et reviens tant bien que mal à ma collecte de reliquats. Les 3 premiers, E, A et G, me semblent pouvoir être simplement décryptés selon la technique éprouvée en 580. Ils donneraient alors Mi, La, Sol. Le 4e reliquat, 183, pointe dès lors la parcelle dans laquelle va se dérouler l'épisode final. Pouvons-nous, par excès d'enthousiasme, anticiper le décryptage des reliquats et traduire cette première salve par, ouvrez les guillemets, « J'ai mis la solution, parcelle 183 ». Je ne le pense pas, j'en suis absolument certain. Et la suite, que je partagerai dès que possible avec vous, ne manquera pas de confirmer ce que j'avance. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, je vous promets que le feu d'artifice ne fait que commencer. J'arrive enfin, ma belle, de ma rive à la tienne, que de dérives vaines, fardées de sentinelles, aux ombres trop lascives, aux ombres trop lascives. Je viens enfin, ma belle, de ta terre à la mienne,
monte à la lune pleine des plaintes éternelles, que l'absence ravive, que l'absence ravive. Bientôt 30 ans ma belle, mais qu'à cela ne tienne, j'arpenterai la chaîne jusqu'à frôler ton aile. Une aube décisive